Bonjour à tous. La Nouvelle-Calédonie est à la croisée des chemins. Et en organisant ce colloque, je pense que l'Université de la Nouvelle-Calédonie a tout simplement voulu prendre sa part à la réflexion. Et je remercie le président de l'université et tout le groupe qui a préparé ce colloque de m'y avoir invité. Donc, je suis appelé à vous parler de l'autodétermination et de la décolonisation interne. La question est, peut-on s'autodéterminer et décoloniser dans la France? La France. Alors, le titre est là. Je vais de temps en temps progresser avec le PowerPoint que j'ai préparé pour aider les gens à me suivre. Donc, vous avez sous les yeux le sommaire, c'est-à-dire le plan que je vais suivre. Et chaque fois que je le pourrai, j'avancerai avec vous. Donc, je commence par l'introduction. La France n'a jamais su décoloniser. Ces propos d'un ancien ministre de l'Outre-mer sont sans doute excessifs et de moins en moins pertinents au regard de ce qui se passe sous nos yeux en Nouvelle-Calédonie depuis une trentaine d'années. Mais ils sont sans doute le reflet de ce que pensent un certain nombre de personnes. Et ils ont le mérite d'attirer l'attention sur les paradoxes et les incohérences de la France dans le domaine de la décolonisation. Alors même qu'elle a contribué à universaliser le droit à l'autodétermination, elle a longtemps peiné à se donner une politique de décolonisation lisible et efficace. C'est cette illisibilité qui conduit, sans doute, encore aujourd'hui, à se demander s'il est possible de s'autodéterminer et de décoloniser dans la France. Mais cette question tient aussi au fait qu'il paraît plus naturel de décoloniser à l'externe plutôt qu'à l'interne. Alors, peut-on s'autodéterminer et décoloniser dans la France? Il se pourrait bien que malgré ces difficultés et une certaine ambivalence, la France connaît une longue pratique d'autodétermination et de décolonisation en tout genre. La Nouvelle-Calédonie reste cependant un cas particulier par son caractère hybride et complexe. Peut-on décoloniser, peut-on s'autodéterminer dans la France? Aborder cette question et tenter d'y répondre ne peut se faire sans une élucidation de ces concepts et sans un recul historique préalable. Alors, je vous propose donc d'en parler dans une première partie intitulée Généralité sur l'autodétermination et sur la décolonisation. D'abord, l'autodétermination. Très rapidement, parce qu'il y a des choses qui ont été dites depuis ce matin, de la notion au principe juridique actuel. Est-ce qu'on peut parler d'une définition? Un tout petit peu. L'autodétermination signifie la libre disposition de soi-même ou le fait de déterminer son propre avenir, mais elle est très marquée par son sens politique. Bien que cette notion ait des ramifications multiples, philosophiques, juridiques, économiques, sociales ou culturelles, son noyau est politique, car il s'agit souvent du contrôle politique du destin d'un groupe humain, d'un peuple. Cette notion est par ailleurs très polysémique, car derrière l'arbre autodétermination se cache souvent une forêt de réalités dissemblables. Un mot sur le principe juridique. D'une notion simple et d'un principe de nature politique
a émergé un principe juridique consacré par les Nations Unies, ça a été évoqué, et par le droit conventionnel et coutumier. D'abord établi par la Charte de l'ONU en 1945, en tant que règle générale à vocation universelle, il est consolidé par la résolution 1514 de l'Assemblée générale le 14 décembre 1960. La résolution 1541 de la même année en précise les modalités d'application. Plus tard, en 1966, sur le plan conventionnel, 2 pactes internationaux des droits de l'homme de l'ONU confirment ce droit dans leur article 1er. En 1970, la résolution 2625 de l'Assemblée générale apporte une modalité supplémentaire d'exercice de ce droit. La Cour internationale de justice, quant à elle, confirme ces textes dans sa jurisprudence. Un mot sur l'historique et la diversité des revendications. Né au XVIIIe siècle, avec la Révolution française, avec la Révolution américaine, la Révolution française de 89 lui donne une dimension universelle. La Charte des Nations Unies de 1945 l'intègre dans le droit international. Sa mise en œuvre domine l'action de l'ONU pendant quelques décennies. Il accompagne la grande vague de décolonisation en Afrique et en Asie et connaît une éclatante fortune depuis la fin de la guerre froide et l'éclatement de l'URSS. Souvent évoquée par les États eux-mêmes ou par des entités en leur sein qui souhaitent créer leur propre État ou cherchent un certain degré d'autonomie ou encore veulent une reconnaissance de leur spécificité sociale et culturelle, de leur identité, sa revendication ne se limite plus aux seules situations de décolonisation. Il peut servir de support à des revendications de sécession ou d'autonomie, bien sûr, mais aussi à celles des droits de l'homme ou de démocratie, et son caractère polysémique a conduit souvent à s'en servir comme d'un fourre-tout et à alimenter de nombreuses controverses. Un mot sur l'évolution conceptuelle et la portée bivalente qui lui a été donnée. C'est un principe qui évolue depuis toujours pour s'adapter au contexte local et international, mais aussi du fait de sa propre dynamique et de son rapport dialectique avec la souveraineté des États. 3 conceptions peuvent être distinguées. La conception classique, qui prévaut avant et après la Première Guerre mondiale, dans un contexte dominé par le principe des nationalités, une théorie politique qui veut que l'État et la nation coïncident dans les groupements politiques et chaque nation est son État. Ensuite est venue la conception moderne, consacrée par le droit positif international. Elle prévaut de la Deuxième Guerre mondiale au début des années 90, dans un contexte dominé par la décolonisation. Le droit à l'autodétermination veut donc dire encore de nos jours droit à l'indépendance. Mais il y a une conception postmoderne du droit des peuples qui est en cours de consécration. Elle s'appuie sur une nouvelle approche de l'autodétermination et résulte d'une synthèse entre, d'une part, l'approche minimaliste, restrictive, fondée sur la Charte de l'ONU, les résolutions évoquées tout à l'heure, 1514 et 1541 de 1960, se limitant à l'accès à la souveraineté et dont les seuls bénéficiaires sont les peuples coloniaux, et d'autre part l'approche maximaliste qui considère le droit à l'autodétermination comme un droit englobant plusieurs autres droits et divers aspects politiques, économiques, socio-culturels et autres, et pouvant être reconnus à d'autres peuples. Elle se fonde sur les articles premiers communs des 2 pactes que j'ai évoqués tout à l'heure, sur les droits de l'homme de 1966, sur la déclaration de 1970, sur celle de Helsinki de 1975 et sur la position du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui réaffirme la relation spéciale entre le droit à l'autodétermination et les droits de l'homme. La conception postmoderne considère que l'autodétermination ne peut être vue ni exclusivement comme un droit à l'indépendance,
ni comme un droit pouvant satisfaire toutes les revendications. Alors, il s'ensuit, bien sûr, une portée bivalente. Ainsi, cherchant l'équilibre entre les deux approches, elle conçoit une portée bivalente à ce droit qui peut désormais être externe ou interne. L'accession à l'indépendance devient l'autodétermination externe, qui correspond à la doctrine officielle de l'ONU, ça a été dit tout à l'heure, et alors que l'autodétermination est dite interne, dans la mesure où le droit à l'autodétermination s'exerce exclusivement à l'intérieur de l'ordre juridique des États et n'est pas lié à une tentative quelconque de sécession ou de remise en cause des frontières internationales existantes. Pour un auteur, elle signifie le droit d'un peuple de déterminer sa constitution, y compris un statut autonome à l'intérieur d'un plus grand État et de participer à un système de gouvernement démocratique. Alors que le droit à l'autodétermination, plutôt l'autodétermination externe, s'épuise dès lors que l'indépendance est acquise, l'autodétermination interne peut s'exercer en continu et sous différentes formes à l'intérieur des frontières d'un État. Malgré une certaine controverse doctrinale qui existe, et je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, eh bien, cette conception rencontre l'adhésion d'un grand nombre d'États et d'une grande partie de la doctrine, surtout anglo-saxonne. La consécration de cette conception par le droit international n'est pas encore effective, mais en cours. Elle se fonde sur une pratique coutumière et une opinio iuris de plus en plus partagée. Un mot, donc, maintenant sur la décolonisation. Alors, le terme décolonisation dérive de celui de colonisation qui, après une longue évolution sémantique, a fini par s'imposer comme la domination et l'exploitation d'un pays par un autre. La décolonisation est un néologisme qui signifie, dans son sens courant, la fin de la colonisation, c'est-à-dire la fin de cette domination et de cette exploitation. Alors, je passe sur la définition du dictionnaire du droit international, parce qu'elle est un peu longue, pour respecter le temps qui nous est imparti. Venu de l'anglais, il s'impose dans les années 1950, je parle du mot, de la notion de décolonisation, qui s'impose donc dans les années 50 avec le tiers-mondisme. Il est courant de penser que décoloniser reviendrait à défaire ce que la colonisation a mis en place. Cette notion apparemment simple cache cependant certaines ambiguïtés, car il existe plusieurs manières d'appréhender et d'envisager la décolonisation. Est-elle toujours la conséquence nécessaire de la colonisation? Ou est-elle l'échec ou l'accomplissement de la colonisation, c'est-à-dire une décolonisation voulue par le gouvernement de la métropole ou imposée par les habitants des colonies? Ou encore, est-elle celle des colons, celle des indigènes, ou des deux à la fois? Elle désigne au maximum l'accession à l'indépendance de la colonie, c'est-à-dire à la souveraineté étatique. Mais faut-il considérer que la décolonisation est achevée une fois l'indépendance politique acquise? Ou bien peut-on parler de décolonisation seulement quand elle s'accompagne d'un développement économique, social et humain qui permet de trouver sa place dans le monde? C'est une question. Alors, c'est pour éviter toute confusion que l'auteur Guy Pervilliers suggère d'appeler décolonisation la fin de la domination d'un État sur un territoire extérieur et de limiter son emploi à l'émancipation des peuples indigènes soumis à une colonisation, quel que soit le degré de réalité de celle-ci. Il considère, et c'est important, il considère cependant que la décolonisation n'est pas une nécessité universelle et inéluctable, qu'elle dépend du rapport des forces locales et internationales à un moment précis, et que partout où le peuple dominé a l'avantage du nombre, il peut revendiquer sa décolonisation avec des chances de succès, mais que la décolonisation n'est pas possible là où une vraie colonisation s'est enracinée et réduit les colonisés à l'état
de minorité. En effet, les pays dont le territoire était éloigné de celui d'une métropole colonisatrice et où les autochtones sont restés largement majoritaires par rapport aux colons et représentants de l'autorité coloniale ont pour la plupart accédé à l'indépendance. Il n'en a pas été de même pour d'autres peuples que leur infériorité numérique a conduit à être incorporés dans des ensembles nationaux allogènes dans les pays où les autochtones colonisés sont devenus minoritaires. Ceux-ci ne peuvent imposer une décolonisation aux autres composants de la société. Ils ne peuvent que la négocier. Je pense que c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. Un mot sur une évolution conceptuelle de la décolonisation. Alors, certains peuples subissent encore, de nos jours, une domination de type colonial à l'intérieur d'États qui sont eux-mêmes sortis de la situation coloniale. Ces peuples considèrent qu'il y aurait dorénavant deux types de décolonisation. La décolonisation externe, seule prise en compte jusqu'ici, visant les territoires dépendants et aboutissant normalement à leur indépendance, et la décolonisation interne, concept nouveau pouvant s'appliquer à eux, je pense aux autochtones, mais ne donnant lieu qu'à une certaine forme d'auto-administration pour les questions touchant les populations concernées ou à une participation aux décisions et à la vie politique de l'État. Nous passons très rapidement à la deuxième partie, intitulée « Autodétermination et décolonisation interne en France ». Après l'élucidation des termes, nous voici en France donc pour répondre à la question posée. Peut-on s'autodéterminer ou décoloniser en France? Eh bien, nous pensons que l'autodétermination et la décolonisation interne en France, elle est entre tradition et ambivalence. La pratique n'a pas toujours été à la hauteur des principes, mais elle est ancienne et diversifiée. Alors, premier point, une adhésion au principe de l'autodétermination en général, mais une conception de la décolonisation ambiguë. Donc, grâce à sa longue tradition démocratique qui remonte à l'époque révolutionnaire, la France a toujours considéré ce principe comme une règle fondamentale du droit interne et du droit international. Mais comment a-t-elle donc pu concilier son adhésion au principe de l'autodétermination et le colonialisme? En fait, elle est restée longtemps tiraillée entre ses principes et ses intérêts. De 1946 à 1960, ayant du mal à trouver un équilibre entre la Charte des Nations Unies et sa Constitution, elle se replie sur ses prérogatives. Alors qu'elle assure plus ou moins pacifiquement la décolonisation en Afrique noire, celle d'Indochine et d'Algérie se passe dramatiquement. Alors que la doctrine Capitan semble ouvrir des perspectives intéressantes à partir de 1966-1967, elle s'oppose vigoureusement aux idées et aux méthodes de l'ONU entre 1986 et 1988 au sujet du dossier néo-calédonien. Malgré la réinscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires non autonomes, elle continue à considérer que celle-ci et la Polynésie ne sont plus des territoires à décoloniser puisque ces territoires ont choisi de rester français en 1958. Après les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, une évolution progressive de la diplomatie française se traduit par une meilleure collaboration avec l'ONU, dont les visites sont acceptées et à laquelle des renseignements sont fournis. Mais suite à la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires à décoloniser le 17 mai 2013, on assiste à nouveau à une sorte de raidissement de la France. On le voit, c'est une évolution en dents de scie d'une décolonisation qui reste inachevée. Deuxième point, une attitude ambivalente à l'égard des peuples coloniaux. La France refuse de reconnaître aux colonisés un certain nombre de droits, pourtant proclamés en 1789. Dans presque toutes ces colonies, elle transgresse ses propres principes. Alors, l'UF, l'Union française, montre très vite ses limites, car elle habille d'une apparence de fédéralisme le maintien des rapports inégaux entre la France et les États associés. En fait, tout repose sur un malentendu. Les colonisés croient à une nouvelle ère à concrétiser immédiatement, mais pour la France, l'enjeu est simplement de rendre accessible sa domination.
De graves conflits, donc, comme la guerre d'Indochine que j'ai citée et la guerre d'Algérie, sont inévitables. La loi cadre des Fers de juin 1956 consacre une autonomie politique et essaye d'associer ses élites au pouvoir local. La Ve République reconnaît elle aussi le principe d'autodétermination et admet la faculté pour tous les peuples des territoires d'outre-mer de décider souverainement de leur destin par rapport à la France, en choisissant entre l'indépendance nationale immédiate, sécessionniste, et le statut de membre de la communauté d'une part, et d'autre part, à l'intérieur de la communauté, entre les statuts d'États membres, de TOM et de DOM, TOM, territoire d'outre-mer, DOM, département d'outre-mer. Un grand nombre d'entre eux accèdent à ce moment-là à l'indépendance. La France a depuis longtemps affiché une volonté de reconnaître le droit à l'autodétermination. Elle a pu, peu ou prou, décoloniser à l'externe et à l'interne. Mais très souvent, en réalité, cela s'est fait soit sous la pression du nationalisme local grandissant, soit à cause du coût financier des colonies, soit encore par crainte des guerres interminables qu'elle aurait eu à livrer. Un mot sur l'application interne dans les principes du droit de la décolonisation dans l'outre-mer. L'accession à l'autonomie des territoires non autonomes, encadrée par le principe 6 de la résolution 1541, est intéressante à confronter à la situation de l'outre-mer. Alors, on me signale qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Je me contenterai de vous lire les titres pour conclure sereinement, n'est-ce pas? Donc, dans la deuxième partie, donc j'étais sur le point C, sur l'application interne des principes de la décolonisation dans l'outre-mer. Ce qu'il faut retenir, en général, c'est que malgré cette tergiversation, la France a une longue tradition de décolonisation interne et de décolonisation tout court. Et depuis une trentaine d'années, elle semble plutôt bien conduire celle de la Nouvelle-Calédonie, un cas singulier à plus d'un titre. Alors la dernière partie, justement, nous porte sur cette Nouvelle-Calédonie dont on ne peut pas ne pas parler. C'est un cas particulier, hybride et complexe. Donc la Nouvelle-Calédonie cumule les deux caractéristiques de l'autodétermination en général et bouleverse les conceptions juridiques traditionnelles. C'est un cas complexe. Alors, vous avez, n'est-ce pas, dans une sous-partie, le caractère hybride de la Nouvelle-Calédonie qu'on peut développer en s'appuyant sur le caractère interne de son autodétermination. C'est une collectivité d'outre-mer du titre 13 de la Constitution. C'est une autodétermination qui a été autorisée par l'État. C'est une autodétermination qui reste limitée par la souveraineté de l'État. Mais c'est quand même un cas spécifique dans l'ensemble français. Alors, comme cas d'autodétermination externe, comme cas d'autodétermination externe, on peut dire qu'elle l'est au regard du droit international qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi au regard de la Constitution, de l'accord de Nouméa, de la loi organique. Elle a une situation constitutionnelle transitoire, elle a une vocation en indépendance et une symbolique étatique, et surtout, il est prévu un ou plusieurs référendums d'autodétermination. Donc, les caractères internes et externes de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qui viennent d'être décrits, en prouvent donc l'hybridité, mais elle reste aussi marquée par sa complexité. Alors, la complexité, on va en parler très très vite, tout le monde un peu la connaît. Eh bien, c'est d'abord un cas de décolonisation tardive qui est entre territoire autonome et accord de Nouméa. Et c'est une autodétermination fondée sur le droit
de la décolonisation et l'accord de Nouméa. J'aurais aimé développer un peu, mais tant pis. Et on trouve en Nouvelle-Calédonie une conjugaison de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et celle du peuple autochtone. Mais ce cas calédonien reste marqué par des conceptions antagonistes sur l'avenir du pays. Tout le monde connaît la bipolarisation politique et la logique des blocs qui existent en Nouvelle-Calédonie. L'histoire complexe de la Nouvelle-Calédonie a solidement ancré dans les esprits des antagonismes divers. Et l'histoire politique contemporaine du pays repose essentiellement sur une logique des blocs qui a conduit à une bipolarisation politique à partir de laquelle se construisent des raisonnements ou des prises de position partisanes ou individuelles. Ce n'est pas moi qui le dis, je cite des auteurs. La revendication identitaire indépendantiste du peuple kanak a cloisonné de manière étanche cette société en deux blocs dont l'un est pour et l'autre contre l'indépendance. Alors, la persistance, je termine par là, la persistance de l'antagonisme à la sortie de l'accord. Indépendantistes et loyalistes gardent une vision très différente de l'avenir du pays, qui reste ainsi un sujet de division majeure pour les Néo-Calédoniens. Le destin commun recherché passe par l'indépendance pour les uns et dans la France pour les autres. La notion d'indépendance est devenue très clivante, car seule compte le devenir politique et institutionnel du pays. C'est elle qui est la source principale de ce clivage. À la veille d'une consultation déterminante, chaque bloc campe toujours sur ses positions. Malgré une longue cohabitation et une longue période de gestion commune et de partage du pouvoir, ni l'émiettement du paysage politique, ni la dynamique consensuelle de l'accord de Nouméa n'ont ébranlé cette logique tenace des blocs. En l'absence d'un accord préalable cette fois-ci, comme il y en a eu deux, eh bien, l'offre politique ne ramène au schéma classique pour ou contre l'indépendance. C'est donc le retour à la case départ. Un mot pour conclure. Oui, il est possible de s'autodéterminer et de décoloniser dans la France, et depuis fort longtemps. Malgré certaines incohérences et ambiguïtés, c'est sinon une tradition, du moins une pratique ancienne de la France postcoloniale, en particulier dans l'outre-mer. Cette pratique rencontre de nos jours un courant qui porte l'émergence d'une nouvelle conception de l'autodétermination et de la décolonisation et qui est à l'origine de nouvelles formes de décolonisation ainsi que de nouvelles formes, de nouvelles entités aux statuts divers. Dans ce schéma, la Nouvelle-Calédonie tient une place de choix. Son statut spécifique actuel est une forme de décolonisation ou d'autodétermination interne. Mais il abrite aussi un cas d'autodétermination externe. C'est un étrange pays où tous les repères sont brouillés. Une entité où se déploie depuis belle lurette une autodétermination et une décolonisation interne, mais aussi un lieu où est mise en branle une dynamique d'autodétermination et de décolonisation externe irréversible. Ce statut a engendré une nouvelle forme démocratique, inspirée du modèle de démocratie consociative et fondée sur une association du principe du consensus et de la logique majoritaire, ainsi que sur une certaine reconnaissance du pluralisme. C'est une utopie concrète, une réponse originale à la problématique générale de la décolonisation et de l'autodétermination d'un pays et d'un peuple autochtone en particulier. Son originalité en fait une curiosité juridique et politique et un modèle, mais un modèle en construction. Il est à la fois un modèle d'autodétermination originale et un modèle de décolonisation tardive, inachevé, mais apaisé et marqué par la recherche du compromis. C'est donc un modèle de démocratie consensuelle en construction qu'il faut approfondir. Il montre en tout cas qu'il est possible de sortir des sentiers battus.
Le pays s'autodéterminera comme il voudra, mais il le fait déjà à l'intérieur de la France et depuis longtemps, sans le savoir peut-être, assez, un peu comme M. Jourdain faisait de la pause sans le savoir. Mais le chemin à parcourir reste long. Un modèle ne se construit pas en quelques années. Et nous faisons le pari que, quel que soit son choix, il restera hybride encore, car c'est dans son hybridité que réside son charme, son authenticité et son équilibre. Quel que soit le destin choisi, indépendance avec la France, indépendance tout court, autonomie étendue, statu quo, il sera commun. Et ce destin commun ne va pas de soi, ni dans sa définition, ni dans sa pratique. C'est un noble idéal qui sort un peu les gens de l'enfermement des blocs. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui doit continuer à se réaliser, à rouvrir le futur sans cesse. Encore faudrait-il en élaborer et articuler une véritable pensée et imaginer de nouvelles formes de mobilisation et de leadership. Je terminerai en empruntant cette formule à quelqu'un. Calédonie, deviens ce que tu es. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, d'autant que nous allons rebondir, j'en suis sûre, sur ces propositions, ces réflexions dans le cadre des questions. Alors, il nous reste un petit temps de questions pour qu'on puisse échanger, puisque c'était aussi l'objectif de la rencontre, bien entendu. Les questions portent en priorité sur le panel de cet après-midi, mais évidemment, elles peuvent porter sur l'ensemble des interventions de la journée. Et les intervenants qui ne se trouvent pas à cette table sont dans la salle et pourront aussi, on pourra aussi leur faire passer les micros. Alors, y a-t-il des questions qui souhaitent intervenir ? Merci de vous présenter rapidement et de dire peut-être à quel intervenant ou quels intervenants s'adressent vos questions. En général, il faut quelqu'un qui commence et puis ça lance le... Oui, monsieur. Non ? Aucune question ? Ah, ça y est. Ouais. Rebonjour. Non, moi, c'est juste une petite remarque. C'est par rapport à l'intervention de Madame... alors, c'est... Madinier. Oui. J'ai trouvé son intervention très intéressante. Mais si je puis me permettre, je pense que les pistes de réflexion qu'elle a apportées, ça c'est seulement valable quand on s'inscrit dans une logique de minoritaire. Je dis ça parce que ça me fait sourire quand j'entends depuis tout à l'heure, je l'ai entendu encore par Monsieur Monga, quand j'entends le terme que les Kanaks sont minoritaires, c'est assez marrant parce que, en fait, dans un état de droit, la minorité, elle peut devenir une majorité quand le droit lui donne raison. Et ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a 268 000 habitants, tous ne sont pas citoyens calédoniens. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux derniers chiffres que nous avons obtenus par la DGRAC, il semblerait que le peuple kanak en âge de voter en novembre 2018 est 90 000 personnes sur peut-être 170 000 votants. Donc il est une majorité potentielle. Il est une majorité potentielle, même si certains Kanaks sont devenus loyalistes et que une partie des Calédoniens est devenue aussi loyaliste. Donc quand j'entends minorité, ça me fait sourire. Enfin, c'était juste une pensée pour contribuer. Merci. Je ne sais pas si les intervenants veulent réagir. Alors oui, simplement quand ça marche ? Ça marche.
Quand je parlais de minorité, c'était pas tellement pour l'autodétermination. Merci. C'était pas tellement pour l'autodétermination, c'était pour tout ce qui était institution en fait étatique à la suite aux néo-calédoniennes, par exemple au Congrès, etc., où les Kanaks sont peut-être minoritaires par rapport au reste des membres du Congrès. C'était surtout pour les institutions que j'insistais sur la minorité, pas tellement pour l'autodétermination. D'autres questions? Ou tout le monde se réserve pour demain, c'est ça, pour demain matin? Prendre des forces pour le... Bien, merci Raphaël Mapou. Non, je voulais... c'est vrai que les logiques des chercheurs ou des intervenants, c'est de partir d'une problématique et puis de développer suivant une logique qui se veut cohérente. Et c'est vrai que tous les intervenants ont chaque fois fait allusion à la réalité et à sa complexité. Et ont relativisé leurs propos. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur le schéma institutionnel, mais aussi sociétal, sur lequel, de l'accord de Nouméa. On n'a pas assez insisté là-dessus. Si vous voulez, je termine sur je reprends sur l'intervention de Jean-Baptiste Manga, en parlant de ces deux souverainetés, souveraineté interne et souveraineté externe. Je remercie des clarifications qui ont été apportées à travers l'histoire de l'ONU et par dans les deux interventions qui ont été faites, le concept a évolué. Mais l'accord de Nouméa, justement, c'est un accord de décolonisation, c'est un accord qui fixe le cap de la décolonisation. Mais d'autres décolonisations sont intervenues avec des indépendances. Et les États qui sont devenus indépendants tout de suite ont construit leur indépendance. Ils se rendent compte, en général, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, qu'il y a une dimension qu'ils n'ont pas suffisamment pris en compte, c'est la situation des ethnies ou des peuples ou des populations à l'intérieur. Et donc c'est la confrontation qui n'a pas disparu avec la prise d'indépendance, qui n'a pas disparu entre les intérêts qui divergent, entre les réalités sociales qui divergent, entre les réalités culturelles qui divergent. Cette réalité, elle reste, même quand on devient indépendant. Et donc l'accord de Nouméa a inversé la problématique et elle a dit objectif d'indépendance, décolonisation, objectif, émancipation. Mais on commence par quoi? On commence par construire le présent. On construit le présent en disant quoi? Il y a un peuple qui revendique, on reconnaît son identité. Et de fait, on instaure le pluralisme. Mais le pluralisme, c'est quoi? C'est la prise en compte d'une souveraineté, c'est une modalité pour construire une souveraineté interne. Que tout peuple, que tous les pays qui se sont décolonisés ont eu à franchir après 30 ans, 50 ans d'expérience, de construction de leur État. Nous, on a eu la chance, c'est pour ça qu'on a dit que c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une chance, c'est pour ça qu'on a dit que c'est le pari de l'intelligence. Parce que tout de suite, on s'est dit, on va retrousser les manches et on va construire au présent cette souveraineté interne pour pouvoir déboucher ensemble sur une souveraineté externe. Mais la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est, je vais dire, les concepts, c'est très bien, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, voilà, c'est ce processus-là qu'on a subi. Alors, il me semble qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, parce que ça aurait mieux éclairé les interventions. Alors c'est vrai qu'on a des logiques. La logique autochtoniste, souvent on qualifie le Sénat d'une logique autochtoniste passéiste. Non. Non, ce que le Sénat demande tout simplement, c'est que l'accord de Nouméa, on aille jusqu'au bout. Que le pluralisme juridique on soit conséquent avec la signature de 88 et de 98. Qu'on soit conséquent, c'est-à-dire que dans le cadre je veux dire, les ingrédients sont là. On n'a plus rien à inventer si on n'avait rien à... Enfin, on avait tout à construire.
Aujourd'hui, si on avait fait cet effort-là, la question de l'autodétermination ne se reposerait pas de la même manière. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'aujourd'hui, la question fracture, peuple colonisé, peuple... Comment, dans un processus, comment on arrive à l'annihiler, ce fracture? Eh bien, en construisant, et l'accord de Nouméa nous a proposé de construire. Manque de peau, la logique n'est pas allée jusqu'au bout. Au niveau des coutumiers, ils ont essayé de s'assumer. Mais au niveau des groupes politiques, de ceux qui détiennent le pouvoir, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Voilà ce que je peux dire. Donc moi, je remercie les éclairages, ils ont été très intéressants. Mais je voulais quand même préciser ça, parce que c'est le point de départ et c'est toute la philosophie et le processus qui est là et on reprend ça dans la figure parce qu'on n'a pas construit entre-temps. Voilà ce que je veux dire. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. De toute façon, je crois que c'est aussi effectivement des réflexions qui trouveront aussi une continuité demain matin, hein, donc quand on arrivera aux propositions politiques. Oui. Pardon. Oui. Ça marche, là? Oui, ça marche. Ça marche. Je, Je voulais réagir à ce que vient de dire Raphaël. Je n'ai pas eu le temps de développer, effectivement. Un des aspects de la complexité du cas calédonien vient de là. Est-ce qu'une conjugaison entre l'autodétermination de toute la Calédonie et celle du peuple autochtone est possible? Je suis de ceux qui pensent que oui. Et je pense que l'un des enjeux, justement, de l'avenir, et que la bonne question à se poser, c'est celle de savoir comment articuler et garantir davantage l'autodétermination du peuple autochtone à côté de celui de la Nouvelle-Calédonie. Les deux droits pouvant paraître souvent antinomiques, mais en réalité étant liés. C'est ce qu'on a vu depuis 30 ans. Il faut l'approfondir. C'est un modèle qui a beaucoup de points positifs. Je pense qu'il faut l'approfondir et peut-être aller tôt ou tard vers un projet commun de société. Merci. Pardon. Alors, oui, d'où vient le son? D'accord. Monsieur Kony, je poursuis la réflexion de Monsieur Raphaël Mabou. C'est la décolonisation interne. On a un souci avec ça parce que au bout d'un moment, les gens de chez nous se préparent, les pays se préparent, on forme les gens, et à partir du moment où les gens se posent la question de l'indépendance, ils disent mais qu'est-ce qu'on demande de plus alors qu'on les a tous les choses qu'on a maintenant? Et la question qui va se poser aux indépendantistes, c'est, mais parce qu'on a vu un peu les réactions un peu des uns et des autres, c'est que mais on a tout ce qu'on a, que demandent encore les Kanaks alors que les choses qu'on a préparées, on les a maintenant. Ça va être difficile de convaincre. Moi je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'abstiennent, pour leur dire, mais en fait il faut faire le pas pour qu'on puisse se décoloniser de façon externe, enfin l'accession du pays à la pleine souveraineté, à l'indépendance. Et le pari qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'on commence à palper. Parce qu'on dit qu'on commence à s'équilibrer, on commence à faire des choses qui peuvent amener le pays à la pleine souveraineté. Sauf que le revers de la médaille, c'est que les gens qui sont concernés par la décolonisation, ils se posent des questions. Ils se posent des questions, mais on a tout ce qu'on a revendiqué, on commence à les avoir, et qu'est-ce qu'on a en plus sur la question de la souveraineté propre, de l'indépendance propre du pays? C'est pas comme les autres pays où ils n'avaient rien au départ, et ils avaient tout à construire, même après la décolonisation de l'indépendance. C'est parce qu'ils n'avaient rien, c'est parce qu'ils n'avaient rien qu'ils avaient tout à gagner dans l'indépendance. Maintenant, la situation elle est inversée. On a tout avant l'indépendance. Qu'est-ce qu'on va gagner de plus après l'indépendance?
Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On peut prendre encore une ou deux questions. J'avais deux constats à faire. Le premier constat, c'est au niveau des systèmes juridiques complexes. Je constate qu'en Afrique noire française, ex-Afrique noire française, les systèmes juridiques sont des copier-coller des systèmes juridiques français, que ce soit le pénal, le civil et l'administratif. Premier élément. Deuxième élément, en ce qui concerne l'État associé, je constate que l'accord de Matignon-Oudinot, Michel Rocard, Jacques Lafleur et Emmanuel Tjibaou n'ont jamais parlé d'État associé. L'accord de Nouméa, Jospin, FLNKS, RPCR, aucune allusion à l'État associé. L'État associé, personne n'en veut en Nouvelle-Calédonie. Je ne veux pas faire de peine à M. Urvoas, qui n'est pas là, ex-député du Finistère, ex-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, ex-ministre de la Justice, et actuellement professeur de droit à Rennes. Je ne veux pas faire de peine non plus à Mme Harvard, mais l'État associé en Nouvelle-Calédonie, personne n'en veut. C'est tellement vrai qu'en novembre 2018, le référendum statuera sur indépendance ou maintien dans la France. Et d'ailleurs, les personnes qui ont rédigé le programme ont mis à gauche le drapeau tricolore et à droite le drapeau du FLNKS. Donc, M. Freud n'est pas mort. Écoutez, je vous remercie. Je pense que Léa Havard pourra répondre très bien toute seule, puisque M. Urvoas n'est pas là. Mais je me permets de préciser quand même que je pense que les chercheurs qui sont venus ici ne sont pas venus vendre un produit. Ils ont travaillé sur un thème, elle a étudié des situations. Et c'est assez courageux, je dois dire, et il me semble, de le présenter devant une assemblée. Donc je ne crois pas que vous ferez de la peine à Léa, mais elle se chargera peut-être de le dire. Je pense qu'elle est tout à fait consciente que ce seront les Calédoniens qui feront leur choix. Sur une question claire. Pardon ? Une question très claire. Il y avait aussi une question, pardon ? Non, sur une question très claire. Sur une question très claire. Dans la consultation, c'est ça ? Novembre 2018. Oui, je voulais juste confirmer, monsieur, effectivement, que vous ne me faites pas du tout de peine, puisque je présentais juste de façon objective le fonctionnement de l'État associé. Après, la question de savoir si la Nouvelle-Calédonie souhaiterait évoluer vers ce statut-là ou pas, évidemment, moi, ne me concerne pas directement et n'est pas de mon ressort. C'était au moins pour apporter de l'information sur le fonctionnement de ce statut. Donc, ce n'était pas le but, bien sûr, de dire que la Nouvelle-Calédonie devrait devenir un État associé. Jacques, je peux prendre un peu la parole, s'il vous plaît? Allez-y, oui, bien sûr. Non, mais juste pour dire que dans la décolonisation interne, ça fait 30 ans, mais effectivement, c'est pour ça qu'on demande un bilan par rapport, selon la grille de la décolonisation onusienne, pour savoir si on a bien emmené la décolonisation ou on a provoqué la recolonisation dans le cadre de ce qu'on a voulu appeler la décolonisation. Les rapports internes de la situation de la Nouvelle-Calédonie notamment, avec ce que vous avez développé tout au long de la matinée, cette colonie de peuplement et cette acceptation de ces, en termes de citoyenneté. Donc, qu'aujourd'hui on travaille pour une expression commune. Cette décolonisation interne n'est pas tout à fait... on peut s'interroger s'il n'est pas tout à fait réussi, puisque en même temps qu'on l'accompagne, on a senti que d'abord une certaine démocratie qui a tendance à préserver les centres d'intérêt de l'histoire coloniale gêne un petit peu cette meilleure décolonisation.
qui allait rejoindre ce que M. Mapou disait tout à l'heure. C'est que nous tous, nous devions nous dire que nous sommes des Calédoniens et que nous arrêtons de demander dans le rapport colonisateur-colonisé les moyens, plutôt que dans le cas des rapports entre deux États. Et effectivement, là, on sent que la population immigrante qui est interceptée comme citoyen, donc, mais qui sont quand même des éléments de la colonie de peuplement, n'a pas encore bien, même si il écrit des fois, que la Calédonie, c'est leur pays et qu'ils pouvaient trouver beaucoup plus d'autonomie par rapport à la France et que c'est pas une mère patrie, c'est un pays avec qui on doit pouvoir partager les valeurs et les relations et les richesses notamment. Et voilà, donc je voulais juste remarquer que là, il y a eu un petit échec ou un manque de suivi, notamment de l'État, mais de cette décolonisation interne, qui devrait permettre une décolonisation externe et une affirmation de l'unité et donc du pays kanak et calédonien, quoi. Voilà, merci.